Bonsoir et bienvenue dans cette toute dernière édition de Dans la tête de. Pendant 5 ans, ce magazine a tenté de déchiffrer le comportement humain sous toutes ses coutures. Il a questionné notre capacité à vivre ensemble. Il a mis en évidence nos points communs à toutes et tous, mais aussi la richesse de nos différences. Une émission qui a toujours eu à cœur de dépasser les clichés et les préjugés. Alors ce soir, nous allons retrouver certains et certaines de nos volontaires. Ils et elles nous diront combien le fait d'avoir participé à nos expériences de psychologie les a fait réfléchir et même changer de comportement. Il nous tenait également à cœur d'inviter sur notre plateau les personnes qui ont témoigné dans l'émission. Elles sont bien sûr trop nombreuses, mais nous avons retrouvé 4 d'entre elles, 4 parcours de vie qui nous ont touchés. On commence d'ailleurs tout de suite avec une émission diffusée il y a 3 ans, dans la tête d'un parent d'ado. Nous avions fait la connaissance de Lorraine et de Léonard, son fils de 14 ans. À l'époque, leur relation était très tendue. On verra dans un instant ce qu'ils sont devenus, juste après un extrait de l'émission, une séquence qui avait fait du bien à de nombreux parents d'ados. Le cerveau de l'adolescent est en pleine croissance et la zone qui change le plus radicalement s'appelle le cortex préfrontal. C'est lui qui s'active quand il s'agit de comprendre les autres, d'avoir de l'empathie ou d'interagir en société. Selon une expérience anglaise, c'est seulement vers l'âge de 18 ans qu'on arrive à se mettre à la place de l'autre. Voici une étagère dont certaines cases sont obstruées. Côté pile, on voit tous les objets. Et côté face, certains objets sont dissimulés par les fonds de l'étagère. Concentrez-vous bien. Si on se place d'un côté de l'étagère, on voit 3 voitures. Une jaune, tout en haut dans une case obstruée, une bleue, dans une case visible des 2 participants, et une grise, tout en bas. De l'autre côté, la voiture jaune est invisible. Attention, pour réussir l'exercice, il faut tenir compte de ce que voit notre complice, qui pose la question. Pourriez-vous descendre la voiture d'en haut d'une case ? Cette maman réussit parfaitement l'exercice comme la majorité des adultes. Qu'en est-il des adolescents ? Pourrais-tu descendre la voiture d'en haut d'une case ? Mais non, cette voiture, ta maman ne la voit pas. Aïe, encore raté. Et pourtant, c'est normal. Un ado a tout simplement du mal à se mettre à la place d'autrui. Constat qui s'applique pour cette expérience avec des conséquences un peu plus agaçantes au quotidien. Ce test m'a fait comprendre très rapidement quelque chose, c'est impressionnant. Je pense que je vais réagir différemment avec lui maintenant, enfin je vais essayer. 3 ans se sont écoulés depuis cette expérience. Toujours aussi compréhensive, ces mamans d'ados ? Je sais que j'ai fait cette expérience, elle est validée scientifiquement, mais sur le moment, je me dis pas toujours, ça fait 4-5 fois que je lui demande de faire quelque chose, c'est toujours pas fait, mais c'est normal, parce que le cortex, il est pas... Vous dites pas ça ? Non. Vous êtes un peu plus énervé. Petit à petit, ça monte en fonction du nombre de fois où on répète. Ce test m'a fait comprendre très rapidement quelque chose. Je pense que je vais réagir différemment avec lui maintenant, enfin je vais essayer. Si je peux, si j'arrive. Qu'est-ce que vous vous êtes dit après avoir vécu cette expérience avec votre adolescent ? Alors en rentrant à la maison, dans sa chambre, oui, je me suis dit, tiens, l'émission de Dans la tête de... Tiens, dis-toi bien que finalement, le pauvre, il peut pas grand-chose, parce que c'est comme ça, c'est dans son cerveau, c'est dans c'est technique, quoi, voilà, c'est pas fini. Et puis, on oublie, quoi. On oublie, parce que je me dis, mais c'est... Au fond de moi, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'on peut être aussi bloqué dans une vision. Moi, j'ai beaucoup de peine. Alors, en sortant de votre émission, je me suis dit, allez, fais un effort, c'est vrai, finalement. Mais j'ai vite oublié. Cette expérience, elle démontre qu'on n'arrive pas à se projeter, mais qu'avec le temps, on y arrive. Vous avez senti depuis une évolution ou c'est encore en plein état adolescent ? Non, ça évolue, mais je dirais que c'est irrégulier. Parfois, tout est rangé, tout est nickel, sans rien avoir demandé. Bonne surprise. Et puis parfois, non. C'est encore irrégulier. Je lui poserai la question, savoir si suite à cette expérience, de temps en temps, elle y pense ou pas. Ou si, par côté pratique, elle sait que le cortex n'est pas forcément terminé. Donc, pas de problème, on continue comme ça. Lorraine, elle, sait bien ce que signifie avoir un fils adolescent incapable de se décentrer.
Et dans cette famille, l'incompréhension va aller bien au-delà d'une simple chambre mal rangée. J'avais un petit garçon qui est parti un matin en me regardant avec des yeux pleins d'amour. Et le soir, j'avais l'impression qu'il voulait plus salir les yeux en me regardant. C'est un coup dur pour cette maman qui élève seule son enfant. Léonard ne respecte plus les horaires, ses résultats scolaires chutent et la confiance de Lorraine s'effrite. Elle ne reconnaît plus son petit garçon devenu subitement grand. Léonard et moi, on a vécu la fin d'une histoire qui était très facile et très heureuse. Et que là, on s'est retrouvés avec quelque chose qui était terminé. Et on n'avait pas commencé la suite et on n'arrivait plus à se parler. Léonard prend des chemins de traverse. Lorraine découvre qu'il consomme du cannabis, en stock dans sa chambre, et sort parfois au beau milieu de la nuit retrouver des amis en ville. Il a alors à peine 14 ans. Et moi, j'ai très très clairement dit que tant qu'il y aurait de la drogue, il allait avoir une mère horrible. Parce que ça me faisait complètement flipper. Que je n'étais pas en mesure d'accepter sa consommation, que je n'étais pas en mesure d'accepter que c'est bon, je gère. Non, c'est pas bon et tu ne gères pas. Et que tant que ce produit serait sur la table, il n'aurait pas la maman qu'il veut. C'était au-dessus de mes forces. N'en pouvant plus, Lorraine, son ex-mari et Léonard décident ensemble d'entamer une thérapie. En soi, si j'ai envie de fumer, je peux fumer, mais je le fais pas. Donc le vendredi, je suis fier de moi en fait. Donc ouais, donc c'est beaucoup mieux. C'est plus que vous le portez. Valorisant, en fait. valorisant, voilà, c'est ça. Mais pour Lorraine, redonner sa confiance à Léonard n'est pas si facile. Ça reste très très difficile. Je sais que je le laisse en roue libre. Je sais que c'est dangereux. C'est quelque chose qu'il doit apprendre à gérer, mais pour moi, ça reste la pierre d'achoppement et anxiogène, clairement. Résumé des conseils du psychologue, pour Léonard, prendre ses responsabilités, et pour Lorraine, laisser plus d'espace à son fils pour qu'il déploie ses ailes. Lorraine et Léonard, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a 3 ans, la situation était assez explosive, ça pouvait péter à tout moment, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, vous êtes les deux sur le plateau, ce qui est déjà bon signe. Qu'est-ce que ça vous fait, Lorraine, de revoir ces images ? C'est passablement d'émotion, parce que c'est une période qu'on a dépassée aujourd'hui. Et c'est agréable de l'avoir dépassée. Et je réalise le chemin qui a été fait et qui est conséquent. Et on est dans une situation qui est bien plus agréable aujourd'hui que précédemment. Et toi, Léonard, comment tu vis de revoir ces images, de te revoir à 15 ans ? Réellement, c'est plus de l'émotion, je trouve, parce que c'est quand même... quand je revois la période, ça me rappelle quand même une période où je dirais que j'étais pas heureux, au final. Même si je pense à l'être, c'était pas réellement le fond de ma pensée. Donc ouais, je suis ému de voir que j'ai évolué en bien. Aujourd'hui, tu as 18 ans. Tu me disais en préparant cette discussion que tu t'es trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez, je ne savais pas ce dont j'avais besoin, je pense, il y a 3 ans. Et avec le temps, j'ai découvert que j'avais besoin de plus de quelque chose de concret. Et c'est pas ce que je trouvais à l'école. Donc j'ai passé une année à chercher quel apprentissage me correspondait. Et puis pour au final trouver menuiserie. Et moi, je voulais qu'une seule chose, c'est m'émanciper. Et entrer dans l'apprentissage, c'est quand même rentrer dans le monde des grands. Donc c'est vrai qu'il y a cette sensation d'être de plus en plus responsable et adulte. Mais ta maman a un gros défaut, faut le dire, c'est qu'elle est assez contrôlante. Tu as le sentiment qu'aujourd'hui, elle lâche un peu prise, qu'elle te fait un peu plus confiance ? Totalement. Mais ça, c'est grâce à moi. C'est-à-dire ? Parce que ma mère, je me rends bien compte que si elle a été autant embêtante, c'est parce que j'étais très embêtant. Donc c'est ça, c'est avec le temps, je me suis responsabilisé, je lui ai moins fait peur, j'ai compris ce qui l'inquiétait, donc je lui ai moins montré ces choses-là. Mais ma mère est quand même une mère assez mère-poule, c'est-à-dire qu'elle s'inquiète beaucoup pour moi, donc c'est-à-dire que si je dois être à 22h à la maison, à 22h15, vous pouvez vous assurer que j'ai déjà 10 appels, et c'est là où ça a évolué, c'est que non, même moi, je vous avoue, je suis surpris. Je vois 23h. Attends, j'ai pas averti ma mère. Comment ça se fait qu'elle m'ait pas appelé ? T'es presque déçu, en fait. T'es presque déçu. Presque. J'ai un manque, même. Ce qu'on a appris dans l'émission Dans la tête d'un parent d'ado, c'est qu'en fait, évidemment, que l'adolescent grandit, que l'adolescent évolue, mais qu'en même temps, le parent aussi change. C'est moins visible physiquement, mais le parent change. Vous êtes d'accord avec ça, Lorraine ? Tout à fait.
Et si j'avais pas changé, on serait dans une situation horrible. Moi, je lui en suis très reconnaissante. J'ai grandi en même temps que mon fils. C'est un très joli cadeau de la vie. Et Léonard m'a permis de devenir, je pense, une mère ça va, ça passe. Oui. Ça passe, Léonard? C'est même parfait. C'est même parfait. J'exagère Je pour le le connais dire. aujourd'hui. Hein. Demain, ça va peut-être changer. Mais... Oui, c'est un bonjour. C'est ce qu'on va dire. Merci à Merci. tous les deux d'être venus témoigner sur le plateau. Ça nous a fait plaisir de vous revoir et de savoir ce que vous êtes venus. Allez, bon vent à tous les deux alors. Merci à beaucoup. Merci. En 5 ans d'existence, ce sont des dizaines et des dizaines d'expériences de psychologie sociale que nous avons menées, souvent avec l'aide d'experts du monde scientifique. Je vous propose de revoir les plus marquantes d'entre elles et de retrouver celles et ceux qui s'étaient prêtés au jeu en participant à ces mises en situation, comme par exemple se glisser dans la peau d'un policier. Nous avons voulu tester l'effet des symboles d'autorité sur les passants. Pour notre expérience, nous avons demandé à 2 volontaires de donner des ordres prédéfinis aux gens de passage. D'abord en tant que simple kidam, ensuite revêtu d'un gilet jaune et enfin muni d'un brassard de policier. Bonjour, vous pouvez marcher ici? Sans signe distinctif, nos complices ont fait chou blanc. Revêtus d'un gilet jaune, ils ont eu nettement plus de succès. Mais lorsqu'ils ont endossé un brassard de police, l'effet a été immédiat. Bonjour. Il est nécessaire de marcher plutôt à côté de la barrière, l'une derrière l'autre, s'il vous plaît. Merci, jusqu'à la fin du pont. C'était assez grisant de gagner en pouvoir simplement avec un bout de tissu supplémentaire. Vous pouvez enlever votre bonnet? Merci. Ok. C'est pour des raisons de sécurité. Pas sur ce pont, après vous pouvez le remettre. Merci. Excusez-moi. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez klaxonner une fois, s'il vous plaît? Très bien, merci beaucoup. C'est grisant parce qu'avec rien, on obtient des gens des choses absurdes immédiatement, sans aucune autre justification que le brassard. Et moi, ça m'a vraiment mis mal à l'aise parce que autant je pense pas avoir de problème à être autoritaire quand il le faut, c'est-à-dire quand il y a une raison, une vraie raison. Mais là, il n'y avait pas de raison de demander à ce pauvre conducteur de klaxonner. Et il le fait, et voilà, parce qu'on lui demande, paf, et c'est fait. Excusez-moi, vous pouvez me ramasser ça, s'il vous plaît? Je voudrais profiter de ce moment pour demander pardon à tous ces pauvres gens à qui j'ai demandé de faire des trucs absurdes. C'est ce pauvre monsieur à qui j'ai demandé de ramasser le papier que j'ai jeté devant lui et qu'il l'a fait sans hésiter. Pardon, vraiment pardon. Je peux voir votre main, s'il vous plaît? Après, il y a une réflexion plutôt intellectuelle qui se met en place en disant « Ok, c'est grisant de le ressentir, mais après, on en fait quoi ?» Pouvez vous arrêter de vous tenir la main, s'il vous plaît? C'est pour des questions de sécurité jusqu'à la fin du pont. Après, vous faites ce que vous voulez. En fait, vous avez réussi, après cette expérience, à vous mettre à la place des policiers, en fait. Oui, et ça, c'est super intéressant. Vraiment, même si c'est quelques minutes, d'avoir pu vraiment ressentir de l'intérieur ce que ça peut occasionner comme responsabilité et comme pouvoir d'avoir cet uniforme-là. Je pense pas oublier cette séquence de vie de sitôt, je pense. Elle était vraiment très intense au niveau de toutes les sensations ressenties. Avec cette autre expérience, nous voulions voir si face à un appel de détresse, nous réagissons plus vite lorsque nous sommes nombreux ou peu nombreux à l'entendre. Pour cela, nous avions prétexté une recherche sur les émotions. Dans un premier tour, je vous demanderai de raconter un événement triste qui vous est arrivé ces derniers temps. Je n'écouterai pas vos témoignages, tout cela se fera automatiquement. Alors moi, l'événement le plus triste qui me soit arrivé il n'y a pas très longtemps... En réalité, l'objectif est d'interrompre les récits subitement avec une voix préenregistrée qui va simuler une crise d'épilepsie. Mais quand j'y pense, je suis au bord des larmes. Alors la dernière fois que j'ai pleuré, je pense que c'est quand j'ai appris que mon père, il était atteint du Parkinson. Je voyais bien qu'il tremblait, mais franchement, je pensais pas... Je me sens pas bien, je suis désolée de vous couper. Dans ce premier groupe,
Luigi avait annoncé au sujet qu'ils étaient 3 à s'écouter les uns les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir me sortir de là, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir ouvrir la porte, s'il vous plaît? Je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir. Je me sentir pas bien. Est-ce qu'on pourrait venir Je vais voir. s'il vous plaît? Le sujet intervient rapidement. Vous avez réagi au quart de tour. Comment vous expliquez ça? Je crois que j'ai laissé parler mon instinct. C'est vrai que le test était extrêmement bien fait. Moi, j'y ai cru totalement. Le fait que vous nous aviez aussi demandé auparavant de parler de quelque chose qui nous touchait, qui nous émouvait beaucoup. C'est vrai que moi, je venais de perdre mon papa, donc j'étais dans un état aussi d'émotion assez poussé. Et vraiment, j'ai pas réfléchi. J'ai entendu cet appel à l'aide et voilà. Je suis sortie de la cabine le plus vite possible. J'avoue que c'est une expérience qui m'a énormément marquée. Vous avez appris un petit bout de vous, quelque part? Oui, clairement. Je m'excuse, mais je me sens pas bien. Je suis désolée de vous couper. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir me sortir de là, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir ouvrir la porte, s'il vous plaît? Je crois que je vais vraiment me sentir pas bien. Est-ce qu'on pourrait venir m'ouvrir, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui peut ouvrir ou... Je crois que j'ai tombé, hein. Ce comportement passif n'a rien d'anormal et correspond au résultat de l'expérience originelle. Vous êtes en quelle cabine? Lorsque le participant pense discuter seul avec la victime du malaise, il intervient dans 85% des cas, alors que ce taux baisse à 62% quand un autre témoin est présent et chute carrément à 31% quand le sujet pense être avec 5 autres participants. Il y a quelqu'un qui m'entend, qui peut venir. Vous m'entendez? La taille du groupe exerce donc un effet majeur sur la probabilité à ce que le sujet réagisse. Allô, allô? En la revoyant, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous provoque? Un peu de honte, en fait, bizarrement. Parce que je me dis, j'ai l'air vraiment passif. Je pensais que je devais pas bouger, quoi qu'il arrive. Parce que qui allait bouger d'après vous? Quelqu'un d'autre. Je sais pas qui, mais même longtemps après, en fait, j'y ai repensé. Je me suis dit, mais en fait, si c'était réel, parce que là, il y avait peut-être le contexte de l'émission, etc. Mais si c'était réel, il faudrait peut-être que je fasse plus attention à ça. Et je pense qu'il faut surtout pas avoir honte ou peur, ou avoir peur d'être ridicule, en fait. Même si au final, il s'est rien passé et que tout va bien. Il ne faut pas avoir peur d'être ridicule et oser se dire bon, je vais quand même voir ce qui se passe, ça a l'air sérieux. Ouais. Dans quelques instants, vous allez voir sur ce plateau une figure bien connue des romans. Je vais accueillir Licia Chéry, ma collègue présentatrice du jeu télévisé de la RTS C'est ma question. Nous avions tourné son portrait en 2020 dans l'émission Dans la tête d'un noir, une émission qui donnait un coup de projecteur sur les discriminations que subissent les personnes afrodescendantes en Suisse. À l'époque, Licia Chéry n'animait pas encore le jeu télévisé. Elle nous racontait combien il est difficile pour un jeune enfant non blanc d'avoir des figures positives auxquelles s'identifier. Chanter, c'est une façon de prendre de la hauteur face aux injustices qu'elle vit très jeune, déjà à cause de la couleur de sa peau. Licia Chéry, aujourd'hui jeune maman d'un petit garçon, a grandi dans les années 80 à Genève. Une Genève qui n'était pas aussi multiculturelle que celle que nous connaissons actuellement. Au début, on a l'impression qu'en fait, c'est nos parents qui disent n'importe quoi. Parce qu'ils nous répètent constamment « tu n'es pas comme tes amis, ici tu n'es pas chez toi, on va pas te traiter de la même manière ». Et en fait, on se dit « oui, mais elle est vieille, elle sait pas, elle vient d'une autre génération, elle se rend pas compte ». Je veux dire, moi, quand je suis avec mes amis, tout se passe tout à fait normalement, elle délire, quoi. Et puis petit à petit, en fait, on va se retrouver face aux premières injustices, qu'on va pas voir comme des injustices, qu'on va simplement se dire « ah mais non, c'était juste... voilà ». Et puis petit à petit, ça va se répéter, et se répéter, et se répéter. Bye bye. Bye bye.
moi, j'ai cette expérience de grandir dans un univers où on n'existe pas. Ni dans les dessins, ni dans les films, ni dans nulle part. Et c'est ce que je ne veux pas pour mon fils. Je suis désolée, je pensais pas que ça me toucherait autant. Mais c'est ça, en fait, c'est ce sentiment de ne pas exister, de ne pas avoir de valeur, et qu'à partir du moment où on veut se donner une valeur, on a le reste de la société qui nous dit « Oh, calme-toi, calme-toi ». Voilà. Et c'est insupportable. Et moi, je peux pas laisser mon enfant grandir là-dedans. Je refuse. Pour moi, c'est important qu'il y ait des choses, des livres et des reportages et des choses qui en parlent. S'ils voient en fait dans les livres à chaque fois des petits héros et héroïnes qui sont de toute nationalité, etc., mais enfin de toute couleur en fait, mais qui sont suisses, français, italiens, enfin peu importe, des Afropéens, ça va commencer en fait à devenir une normalité pour eux. Et c'est ces adultes-là avec qui on pourra avoir des conversations plus tard. Mais ceux qui ont été formatés à ne voir que des blancs dans leurs livres, qui se positionnent, en fait, qui ne sont même pas conscients, qui se positionnent comme le centre dans la société, c'est un peu compliqué. Ça, c'est quoi? C'est quelle couleur? Des fleurs. Bleu? C'est des fleurs bleues? Fleurs bleues. Ouais. Le plus important, c'est de lui apprendre à s'aimer. De lui apprendre à s'aimer, parce que moi je peux pas lui promettre un monde où sa couleur de peau ne sera pas un problème, et je peux pas lui promettre un monde où il sera traité de manière juste. Je peux pas lui promettre en fait des choses dans la société qui n'existent pas. Licia Chéry, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de revoir votre portrait tourné en 2020. Vos préoccupations étaient très claires. Donner la possibilité à votre fils, mais à tous les enfants non blancs, de s'aimer d'abord et d'avoir des modèles positifs auxquels se référer. Alors, depuis, pas mal de choses ont changé puisque vous êtes à nouveau enceinte. Félicitations. Merci. Et également, vous êtes devenue une figure connue des romans puisque tous les soirs, vous présentez le jeu télévisé de la RTS. C'est ma question. Vous êtes devenu quelque part un de ces modèles. Alors, modèle, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, c'est sûr que ça donne une certaine visibilité qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Je vois dans la rue, lorsqu'on m'arrête, qu'on me dit, souvent des personnes afrodescendantes qui me disent « mais nous, on est fiers de te voir à la télé », des personnes qui viennent me dire que les petites filles sont toujours en train de regarder quelle coiffure je vais avoir. Ouais, parce vous que me disiez que même vos cheveux avaient un impact, en fait. Bah oui, parce que très souvent, les femmes afrodescendantes, soit elles ont des tissages ou alors des tresses comme je suis en train de porter en ce moment, et n'utilisent pas toujours forcément leurs cheveux naturels pour faire des coiffures et montrer tout ce qu'on est capable de faire avec nos cheveux. Et moi, j'essaie de faire ça pendant l'émission, donc je me rends compte que c'est remarqué, alors c'est chouette. Pour vous, votre présence à l'antenne, est-ce que c'est du hasard ou c'est un signe que les choses sont en train de bouger lorsqu'on parle de visibilité des personnes afrodescendantes ? Je pense que c'est un peu un mélange des deux. C'est-à-dire que j'aurais pas été là si je n'avais pas postulé. Mais il faut vraiment pas prendre mon engagement comme un énorme pas parce que, je veux dire, ça c'est l'antenne. Mais rien que dans la RTS hors antenne, moi, je vois pas beaucoup de personnes afrodescendantes. Il y en a quelques-unes, mais encore très peu. Et puis, on n'en parle pas du reste, en fait, des personnes non blanches en général. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et l'idée, c'est vraiment pas de se dire « Ah on en a une, maintenant, on est tranquille pour les 10 prochaines années ». Licia, depuis notre portrait, vous avez également publié un livre qui s'intitule « Noir en couleur », un roman qui raconte l'histoire avec un grand H de la première femme africaine kidnappée au XVIe siècle et emmenée en Haïti pour devenir la première femme esclave. Quel était le concept du livre et quel est le message que vous vouliez faire passer ? Alors, le concept du livre, c'était la lettre, en fait. J'avais envie d'avoir une correspondance avec cette femme qui était donc jeune fille de 15 ans quand elle se fait kidnapper, pour lui expliquer tout ce qui s'était passé avant, pour qu'elle comprenne aussi pourquoi on l'a kidnappée et qu'est-ce qu'on souhaitait faire avec elle. Et quand j'arrive à elle, elle m'explique elle-même, je lui laisse la parole et elle m'explique
toute la traversée de l'Atlantique, son arrivée en Haïti, cette fin de liberté et cette envie de se battre et de retrouver, en fait, de la retrouver, sa liberté. Et donc là, j'avais vraiment envie d'expliquer par le ressenti, en fait. Et c'est pour ça que ça s'appelle Noir en couleur, parce que c'est pour mettre de la couleur sur toute cette obscurité qui pollue, en fait, notre vision de ce qui s'est réellement passé. Pour clore, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Alicia, au bébé qui est dans votre ventre et à son grand frère? On peut leur souhaiter déjà du bonheur, de la santé, et puis cette idée, en fait, qu'ils ont le droit d'exister, qu'ils ont le droit de vivre tels qu'ils sont. Qu'en fait, à partir du moment où on suit ces idées, qu'on peut faire pratiquement ce qu'on veut. Aller au-delà des stéréotypes de la société. Exactement. Merci, on vous le souhaite, Licia, et à vos enfants également. À bientôt. Au revoir. Je vous propose à présent de continuer notre florilège d'expériences marquantes réalisées dans cette émission, et on commence par une situation filmée en caméra discrète qui démontre combien les stéréotypes peuvent avoir la vie dure, notamment lorsqu'on parle de comportement genré. Vous verrez que cela a provoqué pas mal de réflexions aux jeunes papas que nous avions piégés. Nous avons préparé une salle d'attente pleine de jouets et nous avons mis le paquet niveau stéréotype. Ce sont de jeunes pères de famille que nous voulons tester. L'expérience commence maintenant, sous l'œil de nos caméras discrètes. Immédiatement, les pères jouent avec des jouets correspondant au sexe de leur enfant. Les parents vont encourager et décourager leurs enfants de manière extrêmement subtile. C'est-à-dire que lorsque l'enfant va vers un objet qui est étiqueté de son propre sexe, on entend le papa dire « Tu peux jouer avec ça ? Oui, vas-y, joue, ça c'est une grue, joue avec ça. » Les mères complices reviennent. À ce stade, nous leur demandons d'inciter leurs enfants à jouer avec des jouets étiquetés du sexe opposé. On met quoi ? On met la jupe ? À l'évidence, les enfants sont ravis. Après, tu fais la même chose ? À leur tour, les pères reviennent. Comment vont-ils réagir ? Lorsque l'enfant va vers un jouet qui est étiqueté du sexe opposé, le parent ne va pas lui interdire de jouer, mais va lui dire « ça c'est pour les garçons ». Mais ça c'est un jeu de garçon, viens, on va faire le repassage. Donc sous-entendu, ça c'est pour le sexe opposé, tu ferais mieux de jouer avec quelque chose de ton propre sexe. Il est où le château ? Il est où le château ? Il est là, le château. Vous l'avez dit, il est où le château ? Ouais, c'est bien possible, oui. Oui, en fait, oui, c'est vrai qu'inconsciemment, on la pousse à aller vers un jeu qui est dans les couleurs des filles, rose. On nous a trop drillé de ce côté-là, à dire, ah voilà, jouer rose, fille, jouer bleu, garçon. À un autre moment, on a le père qui regarde son fils en train de jouer avec des jouets étiquetés filles. Il regarde dans la salle, il se lève, il fait tout le tour de la salle, et puis il dit à son fils « Waouh, t'as vu ce casque de pompier ?» Il le met sur la tête, et puis il lui montre comment est-ce qu'un homme joue avec un jouet de ce type-là. Je sais pas pourquoi j'ai été attiré vers ce casque de pompier et je voulais qu'il joue avec ce casque de pompier. Ouais, je peux pas l'expliquer. Et encore aujourd'hui, je ne peux pas vous l'expliquer. Hein. J'ai essayé de réfléchir, de retourner la question, et je ne sais pas pourquoi. Peut-être par, je dirais, passion pour ce métier. Quand j'étais plus jeune, c'est peut-être une explication. On a 3 enfants, hein, donc 2 garçons et une fille. Les jouets s'échangent, il n'y a rien de choquant à ce que mon fils joue avec les Barbies de sa sœur ou l'inverse, qu'elle joue avec les Legos de son frère, par exemple. Mais en attendant, vous vous expliquez pas pourquoi vous êtes allé chercher ce casque. Exactement. J'ai pas de réponse, vraiment. Est-ce que votre entourage a vu l'émission et vous vous êtes fait chambrer ou pas avec cette expérience ? Ah, moi, oui, mon entourage a vu aussi au bureau, c'était très amusant. Donc le casque de pompier est de renommée maintenant. Nos parents volontaires n'ont rien d'exceptionnel. Ils ont réagi comme l'aurait fait la majorité des pères et des mères dans la société. On constate ici le poids des traditions.
Avec le recul, c'est vrai que aujourd'hui, on la laisse faire. Donc on est beaucoup plus on lui donne l'opportunité de choisir. Et puis, on se retrouve aujourd'hui, elle a des jouets, des trains, des voitures. Et d'ailleurs, je joue avec elle aux voitures maintenant. Dans cette autre expérience, ce que nous avions observé, c'est notre rapport à la nudité et à notre propre corps. Nous avions imaginé plusieurs situations sur toute une journée pour amener nos volontaires à graduellement se dénuder. Moment culminant de l'expérience, nos volontaires ont dû se soumettre au regard d'un autre participant. Alors, vous êtes toutes les deux l'une en face de l'autre, avec un peignoir et rien en dessous. Je vais vous demander, si vous le voulez, il n'y a aucune obligation de vous dévoiler à l'autre en ouvrant votre peignoir. Allez, vas-y. Yasmine respecte les limites de sa pudeur et ne consent pas à continuer. Les autres poursuivent cet exercice très éprouvant. Comme ça? Comme ça. Bon, je vois Le coup du peignoir, femme. ça, c'était percutant dans le sens, alors tu le veux le défi ou pas? C'est le dialogue intérieur. Et puis j'ai dit, mais on est tous à la même enseigne. Et vous l'avez fait? Bah oui. Yes. Vous étiez contente de l'avoir fait? Oui. Oui. Ah oui. Oui, c'est dépasser mes peurs, dépasser mes jugements. En fait, on a l'habitude de regarder et de scanner dans la rue. Et ça, moi, j'ai tellement souffert de ça. Et est-ce qu'on peut dire que cette expérience vous a permis d'être un peu plus douce avec vous-même, simplement dit? Oui. Ce qui est pour moi important, c'est que j'ai aimé la Corinne dans sa fragilité, parce que quand je me suis vue, je dis, mais on a envie de la prendre dans les bras. Alors, vous êtes toutes les deux l'une en face de l'autre, avec un peignoir et rien en dessous. Ayant été atteinte de cancer du sein en 2017 et subi une mastectomie, j'avais quand même une partie de mon corps qui faisait plus partie de moi. Je me suis dit que cette émission pouvait m'aider à aller au-delà. C'est presque une thérapie, en fait, cette émission que vous m'avez offerte là et offerte aux autres également. Une thérapie pourquoi? Une thérapie pour apaiser certaines angoisses et puis prendre conscience qu'on existe sans aucun jugement, simplement dans l'être. L'exercice en soi était hors de ce que je pouvais imaginer. Maintenant, ce que ça provoque, peut-être... Enlever un peu de cette timidité que j'ai, qu'en fait, on est tous identiques, avec nos formes différentes, même si on le sait dans la vie de tous les jours, mais de l'expérimenter, c'est encore autre chose. Donc, parle. Oh. Et chez Homo. Moi, j'ai même exagéré. Ils m'ont dit, OK, il faut se libérer, je me libère. Oui, oui. Voilà. Oui, ex aequo, pas déconner. Pour s'approcher des sensations vécues par les personnes obèses, dans cette expérience, nous avions proposé à un volontaire de revêtir une combinaison très spéciale. Une fois équipé, c'est une longue balade qui attend Stéphane, une balade qui nécessite plusieurs haltes. Stéphane transpire, souffle, se fatigue. À chaque pas suffit sa peine, et l'imprévu prend des allures d'acrobatie. Il y a des efforts nouveaux partout. Des efforts pour descendre sur ses pieds, des efforts pour arriver à atteindre le lacet, ce qui n'est pas facile, et j'ai les bras trop courts. On va essayer. À pied. À pied, oui. Il n'y a pas d'ascenseur, je crois. Elle s'érige comme un défi majeur, la tour de Sauvablin. Plus de 35 mètres de hauteur. Déjà, rien que la rampe, là, promet un défi intéressant.
Qui gravira en premier les 302 marches de l'édifice? J'ai des souvenirs très vivaces de ce moment. Je ressens presque le poids des prothèses qui m'ont été rajoutées. J'ai pu me mettre à la place de quelqu'un d'obèse et de vraiment ressentir ce qui doit être sa vie quotidienne. Ce que j'ai adoré dans cette expérience, et ça a été le cas pour les expériences que j'ai eu la chance de faire avec vous, c'est que c'était vraiment pour moi un laboratoire d'empathie. Par rapport aux obèses, ma perception a vraiment changé. Je ressens les choses plus fort, vraiment. Et je pense qu'il y a des choses que je comprends que je ne pouvais pas comprendre avant si je ne l'avais pas vécu. Un jour, en fin d'après-midi, je rentre d'un entraînement de volley ou badminton, je ne sais plus. Et j'ai faim, je vais dans le frigo et je prends des tomates cerises. Mon père rentre. Je l'entends aller dans la cuisine, ouvrir le frigo et hurler « Lynn !» Et là, il m'engueule en disant que j'ai mangé des tomates cerises, que j'ai pas à manger entre les repas parce que ça se fait pas, et si je veux perdre du poids, c'est pas comme ça que ça va marcher, et que si j'ai envie d'être grosse toute ma vie, faut que je continue comme ça. Il ne dit jamais clairement que c'est parce que je suis grosse qu'il me frappe. Les coups tombent pour des raisons à chaque fois différentes, et je sais jamais quand. La douleur physique est bien moindre par rapport à la douleur que je ressens encore maintenant par rapport aux mots. Je crois que pour mon père, une fille doit être mince, jolie, douce. Quelqu'un de précieux, quelqu'un de raffiné, de posé. Mon père et ma mère aussi fonctionnent énormément sur le paraître. Ça se peut fortement que je me suis bâti une espèce d'image de grosse dure, de personnes fortes, extérieurement et intérieurement, pour donner du crédit finalement à leurs mots. Bonsoir Lynn. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, les images qu'on vient de voir datent d'il y a 5 ans. Depuis, pas mal de choses ont changé dans votre vie, notamment le décès de votre papa en début d'année. Alors, vous nous racontiez qu'il a été la source de pas mal de souffrances. On vient de vous entendre dire que pour lui, une jeune fille, ça devait être mince, douce et jolie. Comment est-ce que vous avez vécu sa disparition? Alors, ça a été un moment assez étrange. Je m'étais préparée, étant enfant, adolescente, avec l'entier du bagage émotionnel que j'avais avec lui à ce moment-là, à m'en ficher, me sentir soulagée et délestée d'un poids. Il en a été tout autre. Et ça a été effectivement un moment qui a été très, très fort, mais très bref. Je crois que j'avais déjà fait une bonne partie du deuil avant sa disparition. Et au final, je me suis retrouvée à avoir la possibilité de repenser à lui dans des périodes que j'avais un peu occultées, que j'avais mis de côté, dans mon enfance, des périodes qui se sont trouvées être des périodes joyeuses, où je l'ai aimé, où je savais qu'il m'aimait à ce moment-là, et puis ça m'a permis finalement de faire un vrai deuil de ce papa qui a été mon papa de petite fille, et puis j'ai même plus eu besoin de reprendre ce papa en tant qu'adolescente et qu'adulte qui lui a été inadéquat. En ce qui concerne votre corps, vous me disiez que finalement aujourd'hui ça se passe plutôt bien dans votre tête et qu'il y a une sorte du coup d'inadéquation entre la tête et le corps. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Effectivement, j'ai fait du chemin et puis dans ma tête ça va beaucoup mieux. Je me sens plus libre, je me sens plus capable de m'exprimer et de donner mon point de vue et de prendre du temps pour moi. Et quand j'ai envie de prendre ce temps et de me mouvoir comme je le veux, mon corps bloque. Je fais du badminton, j'adore ce sport. C'est un sport que je peux pratiquer pendant 2-3 heures sans m'arrêter. Je pourrais continuer encore, mais je sens que mon corps dit maintenant stop. Et puis, je me suis fait des blessures à répétition aux chevilles, aux genoux, à la hanche. Et je me suis dit, en fait, zut, j'ai envie de pouvoir bouger, j'ai envie de pouvoir avancer, mais mon corps, il veut pas. Et j'aimerais que ça change. Et j'en veux plus, j'en ai plus besoin, en fait. Cette espèce de carapace de protection, j'en ai plus besoin. Et du coup, qu'est-ce que vous avez entrepris pour que ça bouge? Ça m'a menée à aller voir une diététicienne qui est spécialisée dans les troubles compulsifs alimentaires et qui m'accompagne, en fait, et qui me permet d'entrevoir
un versant de la montagne que j'avais encore jamais exploré, qui est en fait non plus du contrôle, perte de contrôle, mais de l'apprentissage de reconnaître les sensations. Qu'est-ce que la faim? Qu'est-ce que le trop-plein? Qu'est-ce que l'envie? Voilà, toutes des choses que j'avais réellement jamais pris le temps d'apprivoiser. Et si on doit vous souhaiter quelque chose pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De réussir à ajuster mon mental et mon physique. Eh ben, on vous le souhaite, Lynn. Merci beaucoup. Ajuster son mental à son physique. Une préoccupation, voire un impératif que notre prochain invité a bien connu. Il y a 3 ans, lorsque nous sommes allés le voir, Léon commençait sa transition. Il nous racontait toutes les étapes psychologiques qu'une personne trans doit vivre sur le long chemin qu'est la transition. Je vous propose de revoir en images ce début de parcours, puis dans quelques minutes, vous verrez l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. L'évolution est spectaculaire. J'ai toujours un peu recherché ce moi vrai. Parce que j'ai fait mon coming out lesbien à 14 ans. Et je me suis dit, c'est ça en fait qui me faisait que je me sentais un peu bizarre, que j'étais pas vraiment en lignée, qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et ça n'a rien résolu. Et là, quand j'ai fait ce coming out trans à moi-même déjà, premièrement, là j'ai senti, je sais pas comment expliquer ce ressenti, mais ce poids dans le torse qui part, ou je sais pas, ce moment où je peux souffler, je peux réfléchir à autre chose, où j'ai d'autres choses dans ma vie qui prennent de la place, parce que enfin je suis moi-même, là je le ressens. Et pour moi ça m'enlève tout doute que j'ai de retour en arrière ou autre. Léon est au tout début de sa transition. Voilà quelques jours qu'il a reçu sa première dose de testostérone. Ses émotions sont à fleur de peau. Il faut dire qu'il vit une étape particulièrement délicate. Son corps va se transformer. Malgré l'envie extrême que j'ai qu'il change, c'est quand même quelque chose de conséquent au niveau émotionnel. Où tu te rends compte que ton corps que tu as connu pendant 21 ans, il va changer. Et ça, c'est aussi très pesant, mais je disais, il y a des moments où je trouve ça vraiment génial et des moments où ça me prend la nuit, j'arrive pas à dormir, ça me stresse. Et voilà, c'est normal. Après, ce que je disais aussi, c'est que c'est une prise d'hormones. Donc c'est une étape parmi de nombreuses étapes. Mais c'est une grosse étape qui prend beaucoup de place aussi. Qui pose beaucoup de questions à beaucoup de personnes. Qui fait très peur à mes parents aussi. C'est aussi leur enfant qui va changer physiquement. C'est aussi conséquent pour eux. Je suis déjà dans les démarches pour faire la torsoplastie. Ça, c'est sûr que je vais la faire. Alors c'est sûr parce que j'ai besoin d'avoir un torse plat que j'ai aujourd'hui avec des accessoires, mais c'est quelque chose dont je rêve depuis toujours. Après, la phalloplastie, donc la formation dans le pénis, ça pour l'instant non. Je me sens très à l'aise avec le fait d'avoir un clitoris, ça c'est quelque chose qui me dérange absolument pas. Avoir un pénis ou pas, ça veut rien dire sur ma masculinité, sur l'homme que je suis ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est pas nécessaire. Ce qui est important pour beaucoup de personnes en transition, c'est d'être reconnu comme faisant partie du genre ressenti. En l'occurrence pour Léon, comme un homme. Moins il verra de doute dans le regard des gens, plus le passing sera réussi, comme disent les personnes trans, plus il se sentira à l'aise et bien dans sa peau. Quand on me met genre, quand on me dit elle ou madame, ça me prend un coup, quoi. À chaque fois, je le prends comme dans mon torse et je me dis, pourquoi tu es obligée de me dire madame? Pourquoi tu peux pas dire juste bonjour? Et du coup, j'essaie des fois de me mettre une moustache, de un peu me masculiniser pour que ça n'arrive pas. Mais ça arrive quand même. Et il y a des jours où j'arrive à le prendre et discuter avec la personne et dire, écoute, non, c'est monsieur. Très fermement, comme ça. Il y a des jours où j'ai pas la force, et ça m'attriste. Et puis, je me réjouis que ça n'arrive plus. Et là, je suis tellement impatiente des effets de la testostérone que j'aimerais bien qu'on me genre correctement. Bonsoir Léon. Bonsoir. Alors, cette dernière émission est là pour savoir ce que sont devenus les témoins qui ont participé à notre émission. Alors évidemment, on était un peu curieux de savoir ce qu'était devenu Léon qui commençait sa transition lorsque nous sommes venus vous voir. Alors il y a 3 ans, vous nous disiez que la transformation de votre corps ne vous faisait parfois même pas dormir. Est-ce que ça vous stresse moins aujourd'hui? Est-ce que vous dormez mieux? Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Je suis dans une étape de ma vie où je me sens vraiment bien dans mon corps. Je suis en concordance avec mes sentiments au niveau de mon genre et de mon apparence. Donc oui, je dors beaucoup mieux et je suis bien. Ouais. Vous n'avez plus besoin de prouver que vous êtes un garçon, en fait. En fait, j'ai toujours été un homme, sauf que là, les autres le voient aussi direct
Et j'ai plus besoin de surcompenser une masculinité pour prouver que je suis réellement un vrai homme. Parce qu'en fait, je sais que je suis un homme. J'ai plus besoin de me prouver. Vous avez le sentiment d'être arrivé au bout du chemin, maintenant qu'on vous mégenre plus, qu'on vous reconnaît en tant qu'homme, ou est-ce qu'il y a encore des étapes physiques ou psychologiques que vous devez franchir? En janvier de cette année, j'ai eu un moment où j'ai su que j'avais fini au niveau médical. Après, ça peut changer, je ne suis pas gravé dans la roche. Mais j'ai vraiment eu le moment où je me suis dit, en fait, j'aime mon corps comme ça. Il est beau comme ça, je suis bien dedans comme ça, il me manque rien. Mais vraiment pas dans la théorie, dans la pratique, dans le ressenti. C'était une énergie qui m'a transpercé comme ça, j'étais là. Je suis moi. Et après, il y a eu toute cette pression qui a explosé à ma tête et je me suis vu en arrière comme ça et j'ai vu mes 3 ans de transition et j'étais là. C'était traumatisant. C'est comme si j'avais enfin pu sortir la tête de l'eau et voir toutes les procédures médicales, administratives sur lesquelles j'ai passé pendant 3 ans et que ça a été traumatisant. Et je me suis rendu compte maintenant du traumatisme, en fait. Avant, j'étais dedans, j'avais la tête dedans, j'arrivais pas à voir à quel point c'était difficile. Et maintenant, je suis sain, je vais bien et puis j'arrive à me relever de tout ça. Mais j'aimerais bien qu'en Suisse, ça se facilite. Alors aujourd'hui, lorsque vous rencontrez une fille, évidemment, ça ne se voit pas que vous êtes une personne trans. Donc oui, il y a forcément un moment donné où votre histoire doit être révélée, entre guillemets. Comment ça se passe à ce moment-là? C'est un peu en filtre. Parce que si j'annonce à une personne et que suivant sa réaction, je vais un peu connaître la personne. Parce que je vais réussir à voir quelles sont ses convictions, où elle se situe au niveau de son ouverture d'esprit. Donc moi, j'utilise ça comme un filtre. Après, je ne vais pas mentir, il y a des fois, j'aimerais que ce ne soit pas comme ça. J'aimerais pouvoir l'annoncer de façon banale ou même pas l'annoncer et que ça se déroule fluidement. Mais effectivement, s'il y a une histoire sexuelle ou amoureuse qui doit se passer, ça peut être délicat des fois. Mais en général, ça se passe bien. Bon, vous me disiez que vous aviez un petit succès quand même, non? Ça va. Oui, non, en vrai, je pense que le fait qu'on parle beaucoup de transidentité en ce moment dans les médias, dans la société, ça amène une certaine bienveillance des gens. Et j'en suis très heureux parce que moi, ça me facilite la vie au quotidien. Mais moi, je fais un peu attention à pas fréquenter trop des personnes qui... Vous connaissent à travers votre Instagram, exactement, etc. Qui me voient juste pour ça. Parce qu'en fait, c'est une fétichisation de ma transidentité. En fait, je suis autre chose que ça. Je suis un homme. Point. Eh bien, Léon, merci. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Ce qui va suivre va peut-être vous intéresser et certainement vous amuser. Je vous propose de découvrir l'envers du décor de cette émission. Nous allons ici vous révéler quelques secrets de fabrication et les nombreuses astuces que nous avons dû inventer pour mettre en place des expériences ludiques et instructives. Venez, je vais vous montrer les coulisses. Je vais vous montrer une pièce maîtresse qui nous a sauvés à plusieurs reprises. Notre fameuse armoire Santin, avec à l'intérieur une caméra qui filme à travers un miroir Santin. Cette armoire nous a permis à de nombreuses reprises d'avoir des réactions naturelles et spontanées de nos volontaires. Les enfants vont-ils spontanément se jeter sur les sucreries? Comment vont-ils vivre ce moment d'attente? Oh, mon chapeau. Et est-ce que tu te souviens de cet objet, Luigi? Et comment que je m'en souviens? C'est notre déchiqueteuse qui déchique pas vraiment, Voilà, en fait. exactement. Voilà, donc en fait, la feuille reste entière, hormis les bords. Et comment tu as réussi à faire ça? En fait, on a simplement conservé les dents de l'extérieur et ôté les dents du milieu. Trop fort. Une déchiqueteuse tricheuse qui nous a bien servi au moment d'observer notre tendance à la triche, justement. C'est le moment clé de l'expérience, puisque c'est ici que l'on peut tricher en augmentant son score. Oui, alors honnêtement, le fait qu'il y avait la broyeuse, en fait, je me suis dit que vu qu'on verra peut-être pas mon résultat à la fin, j'étais un peu tenté de tricher. Mais pour le coup, c'est nous qui avons triché. La broyeuse ne broyait que les bords. Donc, nous avons pu comparer les vraies réponses avec le score annoncé. Allez, 2.
Je parie que je fais 5. 4. Allez, je parie que je fais 1. Ah, t'as fait 1. Mais bon, il y a un peu de triche là, non? Ben oui, un dé avec que des faces 1, ça n'existe pas, donc on l'a créé pour une expérience assez savoureuse. Oh, je dirais même assez cruelle. Le Monopoly. Pour rendre les privilèges de certains encore plus flagrants, nous avons quelque peu modifié les règles du jeu. Bonjour à tous. Bonjour. À chaque tour de plateau, vous allez tous recevoir 4000 francs. Sauf vous, Tatiana. Vous allez recevoir 3200 francs. Bah oui, vous êtes une femme. Alioune, vous allez jouer uniquement avec ces dés-ci. Que j'espère de gagner grand-chose. Ça va être compliqué pour vous? Ça va être très difficile, ouais. Et voici nos dés, symboles d'injustice sociale. Et il faut pas l'oublier, lui. Ah, notre dinosaure. Bah, le nôtre, il était légèrement plus grand, on avait été le chercher jusqu'à Vichy. Et pour une expérience qui faisait très très peur. Le système 1 peut aussi causer des réflexes qui contredisent le plus élémentaire bon sens. Déployons les grands moyens. Si l'on vous met nez à nez avec un dinosaure, comment réagirez-vous? Système 1 ou système 2? J'ai pas réussi à faire la différence entre la réalité et le fait que ce soit faux au départ. Enfin, je me suis dit que... j'ai vu un dinosaure, j'ai couru. La connerie ici dans le sens, bah voilà, on se trompe, on est un peu bête. Hein. Parce qu'on a tous ces parties du cerveau qui nous poussent à vouloir décider vite. Voilà, c'est la fin de cette émission. C'est également le point final de l'ensemble des émissions de Dans la tête de. Je tiens ici à remercier, non sans émotion, les personnes qui ont permis durant toutes ces années de vous proposer ce magazine mensuel. Je pense à Colette Kaploun, Anne-Sophie Philisdorf, Chiara Dell'Ambrogio, Esther Heinemann, Valérie Pereira, Florence Huguenin, Fanny Pellichet, qui est la voix off de l'émission, mais également Gaëlle Bisson et Célia Rossier. Et surtout un grand merci à ma coproductrice Vanessa Gottelen pour notre belle collaboration et notre grande complémentarité. Merci aussi à tous les journalistes, réalisateurs et réalisatrices qui se sont investis dans ce projet, aux personnes qui travaillent à la technique. Sans elles, nous ne pourrions pas exister. Je tiens pour finir à vous dire un immense merci à vous, vous qui nous regardez en direct ou sur Internet. Vous avez été toujours plus nombreux et nombreuses à nous suivre au fil du temps. J'espère que cette émission vous a donné quelques clés de compréhension sur notre comportement à nous les humains, qu'elle vous a permis de regarder au-delà des clichés et des préjugés. C'était en tous les cas notre mission en tant que service public. Je vous souhaite une très belle soirée et le meilleur pour la suite. Au revoir.